Super content d'avoir mon ami Guilbeault en studio aujourd'hui. Salut, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Guilbeault qui est artiste, peintre. T'es un bon chum dans la vie. On s'est rencontrés il y a plusieurs années. J'avais envie de t'avoir pour plein de raisons. Il y a tellement plein d'angles que je peux prendre avec toi. Ton côté humain est super fort, ton côté créatif. T'es un artiste qui est un peu hors norme aussi, puis j'ai envie de te faire découvrir à mon monde. Pas que tu as besoin de moi pour rayonner parce que ta carrière va super bien, mais je vais commencer par le début. Ouais. Comment t'en es venu à devenir artiste peintre? Eh boy, écoute, l'expression, je voulais m'exprimer, en fait, depuis longtemps. Moi, quand j'étais ticu, moi, je suis un garçon, un jeune de parents illettrés, analphabètes, les deux, mon père a super bien réussi dans la vie parce qu'il était entrepreneur, mais ça reste que le niveau scolaire, était rough. Ça a grandi dans le coin de Joliette? Oui, il y a dans le coin de Joliette. Moi, en fait, Saint-Jacques, plus précisément, un petit village tout près de Joliette. Et, bref, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'expression. Donc, mon père était carrossier, puis à un moment donné, il s'est acheté une remorque. Et il y a un type qui est venu lettrer la remorque. Puis on s'entend, là, dans les années 70, fin 70, le graphiste n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était au pinceau, c'était vraiment à la main. Et j'étais fasciné de voir ce gars-là. Et j'étais un petit gars super turbulent. Et là, tout d'un coup, assis, pas un mot, je le regardais. Et ça, là, pour vrai, là, c'était wow. Et ce bonhomme-là a évolué autour de moi pendant quand même quelques années. J'allais même le voir en cachette, qui me donne des trucs, tout ça. Bon, c'est pas la personne la plus recommandée. En fait, c'est pas qu'il est pas fréquentable. C'est une super bonne personne. C'est juste qu'il vivait d'une façon assez particulière, très pauvre, là, très, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas une mauvaise personne. Bref, lui m'a donné pas mal de input sur plusieurs choses en créativité. Puis, à un moment donné, avec les années, tu sais, d'une fréquentation à l'autre, d'un ami à l'autre, j'ai appris à évoluer là-dedans. Tu sais, comme souvent je dis, je me promenais entre Mozart et Metallica, moi. C'est que vraiment, il y avait des chums de tous les milieux. Puis ça a toujours été ma marque de commerce, si on veut, d'être caméléon, d'être capable de me tenir avec une gang ou avec une autre gang. Puis je suis toujours fité partout, qui m'a permis d'aller à 1001 endroits dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai vu en show Jean-Marc Parent. J'avais été voir Jean-Marc Parent en show, puis j'avais adoré son show d'humour. Puis écoute, on recule, là, on est en 92, 11 peut-être, de quoi de même. Parce que là, t'as quel âge, là? 47. T'as pas l'air de 47. Merci beaucoup. Fait que là, en 91, 92. Ouais. Je vais voir Jean-Marc Parent, je trippe au bout, je ressors de là, je fais, hey, je vais faire de l'humour, un autre moyen de m'exprimer. Parce que je suis une grande gueule, j'aime ça tout le temps parler, puis être à gauche, pas à droite. Donc, j'avais monté des numbers en humour, puis j'ai réussi à rentrer dans des bars, dans des comédie clubs à l'époque, tout ça. Puis c'est drôle, aujourd'hui, je vois des artistes qui un Maxime Martin, par exemple, qui animait des shows à l'époque où j'ai été me casser la gueule comme humoriste. Puis, ah ouais, t'as-tu ça? Ben oui. Ouais, par moment, c'était pas. Quand tu commences. Ouais, quand tu commences, c'est normal. Puis tu sais, un public de bar, là. Puis moi, j'étais pas un gars de bar. Fait que je pense que ça m'intimidait beaucoup à la base, tu sais. Et à un moment donné, quelqu'un me remarque et me demande d'aller faire un show à Claire-Lamarche. D'aller faire, en fait, un numéro à Claire-Lamarche. C'était sur la relève de différents milieux. Et là, moi, on me demande d'aller faire un number en direct. Puis, écoute, ça avait super élevé, ça avait bien été, les gens avaient eu des belles réactions. Et une dame qui était recherchiste à l'époque, qui s'appelait Nathalie Barrette, me voit et me dit, écoute, moi, je recherche un panéliste sur un show, puis on cherche un animateur de foule, peut-être que tu pourrais être intéressant, tout ça. Tu sais, fait que je fais, animateur, ouais, OK, on va essayer ça. Fait que je m'en vais essayer la job d'animateur de foule, puis finalement, j'ai fait ça pendant 12 ans. 12 ans de ma vie. Puis là, à ce moment-là, t'es plus à l'école, là. Non, à ce moment-là, je suis plus à l'école. J'ai décroché en secondaire 3. Je suis retourné plus tard faire mon diplôme de mon DES juste parce que je le voulais. Mais
pas parce qu'on me le demandait ou quoi que ce soit. Je suis retourné faire mon DES à un moment donné, mais secondaire 3, j'ai décroché. Je fitais pas dans le cadre scolaire. Puis c'était difficile. Puis ce que je trouvais plate là-dedans, c'est que tu veux aller. On aurait pu me motiver en disant, écoute, tu veux animer la soirée du gala de fin d'année, ben go, vas-y. Non, t'avais pas les notes, tu pouvais pas l'animer. Ah non, toi t'es pas un élève modèle, tu iras pas. Tu sais, déjà catégorisé là. Ben c'était fort là-dessus. Les années 70 là, 80 là, il y avait des profs qui sortaient du lot, mais il y en avait d'autres que c'était plus difficile à séduire à ce niveau-là. Tu sais, les petits tannants n'avaient pas à cote, là. Fait que j'avais pas trop à cote. Fait que bref, fait que 12 ans de ma vie, animateur de foule. Et puis ça, c'est faire des classes à la dure aussi. C'est prenant. Mais je veux dire, c'est extraordinaire, mais en même temps, au niveau de l'énergie, au niveau de la répartie, c'est tout de l'impro. Ben oui, puis si tu me demandes, c'est sûr que je suis artiste peintre, mais les communications m'ont toujours attiré. Ouais. Et mes classes, je les ai faites pendant 12 ans, devant un public, des fois le fun, des fois plate. Des fois, t'as 200 personnes, puis finalement, il y en a 8 qui viennent. T'as pas de monde pantoute, parce qu'une tempête de neige, on tourne pareil, puis t'as 10 personnes à animer quand tu pensais que t'étais préparé pour 150. Tu donnes l'impression qu'il y a ben oui. Fait que ça, oui, c'est très prenant, mais en même temps, j'ai tellement appris là-dedans, c'est hallucinant. Puis comment t'es passé, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as fait le full circle, puis t'es revenu, t'es devenu artiste peintre. Oui. C'est arrivé comment? Ben, en fait, quand j'étais animateur de foule, bon, évidemment, j'ai toujours dessiné, comme je disais plus tôt, à cause du type que j'avais rencontré. Fait que je dessinais tout le temps. Je dessinais sur les plateaux, je dessinais entre les shots. Tu sais, j'étais tout le temps animé par ça. Puis à un moment donné, j'ai été pendant 16 ans avec la mère de mes enfants. Puis, une période difficile à la fin, avant ma séparation avec elle, on vivait des moments très, très, très durs, très difficiles, sa santé, elle, tout ça. Puis, j'avais besoin de me sortir la tête de ça. Puis un soir, avec une bouteille de vin, en écoutant du Jimi Hendrix, j'avais une maison, on avait pas une maison, mais un tableau qu'on déménageait depuis 3-4 maisons. Écoute, j'arrêtais pas, je déménageais toujours le maudit canevas blanc, parce qu'elle a peigné un peu, mais là, elle faisait rien avec ça. Puis un soir, ma bouteille de vin en main, je regarde le canevas blanc, il y a une canne de peinture Sico à côté. j'ai mis un peu de flat là-dedans. Puis j'ai fait, écoute, peinture terracotta, et j'ai fait un Jimi Hendrix terracotta. Ben non. Je l'ai encore. L'as-tu pour vrai? Ben oui, écoute, c'est pour vrai, c'est un des seuls tableaux qui est sur mon testament. T'es sérieux? Très sérieux. Attends, mais là, tu t'es installé ce soir-là. Ouais. Tu te dis, j'essaye. Ouais, j'ai dit, j'essaye, go. Je me lance là-dedans. Et je me suis lancé dans un Jimi Hendrix improvisé en écoutant du Jimi Hendrix. Et le lendemain matin, quand j'ai dégrisé, j'ai fait « Wow! C'est beau! » Quand même! Ouais, quand même, je suis fier de moi. Et à partir de ce moment-là, un chum qui avait des Vidéotrons, tu sais, des clubs vidéo, il me disait, c'est cool ton Jimi Hendrix, tu pourrais-tu me faire des personnages de Star Wars, tu sais, puis j'en mettrais dans mon club vidéo, tu pourrais peut-être les vendre. 3 jours après, ils avaient tout vendu. Fait que j'ai fait, hey, j'ai peut-être quelque chose. Et dans le processus de ma séparation, l'art a vraiment été une thérapie. Souvent, je dis, ça m'a un peu sauvé la vie d'une certaine façon parce que il y a eu cette épreuve-là de séparation difficile, puis il y a eu une autre épreuve qui est le cancer. Ouais. Le cancer s'est pointé le bout du nez à un moment donné. Et à partir de ce moment-là, je devais me battre avec quelque chose que je voyais pas. Donc, je devais y mettre une image. Fait que l'art est devenu vraiment encore plus... Je te dirais, c'est un feu qui s'est allumé. Puis, il cessera jamais de brûler. Là. Je le comprends, ce volet-là. Moi, je n'ai pas la passion de peindre ni de dessiner. J'haïs pas ça, mais en thérapie, je me suis mis à dessiner. Oui. Une année, moi, je suis rentré j'en ai fait plusieurs thérapies, mais la dernière, celle qui a vraiment le mieux fonctionné, évidemment. Oui. Pendant mes temps libres, j'avais des crayons, puis je dessinais, puis ça m'aidait vraiment à juste faire le vide. Ben oui. Puis à me concentrer sur le moment présent. Puis ça m'a amené du réconfort, ça m'a fait du bien. Je peux pas dire que j'ai trippé au point d'en devenir une passion, mais je peux comprendre à quel point ça peut devenir thérapeutique quand tu vis des moments difficiles. Tu sais, c'est un peu ça que ça t'a amené. Ben oui, c'est ça que ça m'a amené. Puis honnêtement, c'est dur à expliquer l'installation de la passion de l'art, comment ça s'est installé puis comment ça s'est accroché. Je sais pas, des fois je me disais, est-ce que je sais pas, l'épreuve m'a amené à m'élever avec ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé évidemment
le cancer, séparation, père monoparental. C'est sûr qu'au niveau de l'animation de foule, tout ça, j'étais moins disponible à cause que c'est souvent une job de soir au week-end. Là, avec les enfants, je me suis dans un autre domaine qui était la vente. J'étais plus ou moins heureux dans ce domaine-là. Mais je peignais toujours en side, là, tu sais, question de... Puis à un moment donné... Tu vendais-tu des toiles à ce moment-là ou c'était vraiment pour... Je vendais... Tu faisais tes classes un peu ou... J'en vendais un peu, puis à un moment donné, on a... Maude, que tu connais, qui est ma conjointe présentement, est arrivée dans ma vie. Puis quand Maude est arrivée dans ma vie, évidemment, ça l'a tout changé. Ça l'a tout changé à un point que c'est devenu vraiment ma carrière. Mais avant d'arriver à ma carrière, elle est arrivée à côté de moi, puis elle dit, écoute là, elle dit, il y a des gens qui veulent des tableaux. Tu peignes de la peinture Sico. C'était ça, là. Puis c'est pas des blagues, Étienne, là. J'allais chez parce que ça coûtait moins cher. J'achetais des échantillons de peinture Sico et je peignais avec ça. Puis, mais je m'exprimais. Je m'exprimais. Tu sais, j'avais trouvé un moyen. Puis souvent, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle a trouvé à ce gars-là, comme qui s'est fait couper l'électricité à un moment donné parce qu'il y avait plus une scène. Puis parce que elle voyait quelque chose. Elle voyait tellement qu'elle est arrivée avec sa carte de crédit. Puis elle m'a dit, regarde là. Va chez ton fournisseur, achète des tableaux, achète de la peinture et peins. Je te back. Peins, je te back, je vais être là pour toi, je vais être là pour le reste. Puis une histoire qui me rend super émotive quand je la raconte, puis j'ai vraiment de la difficulté à le raconter, c'est qu'à un moment donné, elle est arrivé avec un enveloppe. Et dans cette enveloppe-là, il y avait toutes ses économies. C'était des économies parce que Maud Duceppe sortait d'une séparation. Là, ça n'avait pas été plus facile pour elle. Une séparation plus belle que la mienne, mais une séparation quand même. Mm-hmm. Et elle se trouvait une maman monoparentale avec 2 enfants elle aussi. Elle avait mis un peu de sous de côté par son travail, puis elle est arrivée à la maison avec une enveloppe. Puis dans l'enveloppe, elle était toute fragmentée avec les mois, l'électricité, le loyer, l'épicerie, tout était là. Puis comme c'est tout le temps, ça remonte tout le temps beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que Chris, qui aurait fait ça à part elle? Ouais. Tu sais, elle a cru en toi. Elle a cru en moi. Puis aujourd'hui, parce que je vis ma vie comme ça depuis maintenant, ça va faire 7 ans. Et aujourd'hui, Maude, c'est à son tour. Là, tu comprends? Aujourd'hui, elle peut se reposer. Mm-hmm. Elle se repose pas, mais avec 4 enfants, elle se repose pas, mais effectivement, oui. Mais les gens qui vous connaissent, tu sais, vois-tu, je connaissais pas je savais pas à quel point elle a été l'élément déclencheur ou celle qui t'a poussé dans le dos. Puis je comprends maintenant pourquoi vous êtes tissés aussi serrés. C'est elle qui joue le rôle un peu de ton agente. Ben, on a souvent niaisé en disant que c'était ma Renée. C'est ça, c'est ta Renée Angela. Mais c'est extraordinaire. Puis tu sais, des fois, tu sais, on s'entend bien pour plusieurs raisons, mais tu sais, on se ressemble aussi, puis on a un petit côté où on croit en nous, puis en même temps, il y a des journées où on est plus fatigué, on est plus faible, où on est plus fragile, puis tu te dis, je suis tout seul dans ma folie présentement, puis il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin, une Maude, puis qui fait comme, non, c'est pas fou ce que tu penses, puis j'y crois tellement que je vais t'aider, parce que je sais que ça va fonctionner, tu sais, fait que ça, c'est juste le charbon que tu avais besoin pour pouvoir poursuivre. Écoute, je travaillais, elle travaillait des heures, 12-15 heures semaine, par jour, puis elle arrivait à la maison, là, puis moi, j'avais peint un tableau, peut-être. Mais j'avais fait le ménage, j'avais fait le souper. Elle s'occupait de rien, mais c'était ça pendant peut-être une grosse année où j'ai dû piler sur mon orgueil aussi d'une certaine façon. Puis mais tu le vois pas comme tu le vois pas comme ça parce que tu dis écoute, elle croit en moi, puis je vais lui montrer que je suis capable d'aller au-delà d'eux. Puis à un moment donné, elle était en voyage au Mexique avec les enfants. Puis j'ai dit je pense que c'est le temps là de la surprendre puis de faire de quoi de hot puis qu'elle fasse wow. C'est à mon tour là, tu sais d'y montrer là, et elle a mis beaucoup sur moi là. Mm-hmm. Je vais lui montrer qu'elle a pas fait ça pour rien. Et je suis parti voir... je voulais faire un vernissage. Donc, je suis parti à la cabane à sucre au pied de cochon. En fait, c'est que j'appelais. Je voulais faire un vernissage là. Puis tu peins des animaux. Je peins des animaux. Puis ce que je peignais, j'avais une super belle collection, des ours. Tu sais, c'était très... des chevreuils, tout ça. Fait que c'était vraiment... exactement là que je voyais ça. Puis je voyais pas ça dans un musée, ou je voyais ça dans un endroit qui me ressemble. Puis j'étais un fan de Martin Picard, j'adore ce qu'il fait, j'aime le bonhomme, tout ça. Donc, qui est très artiste lui aussi. Exactement. Donc j'arrive là, puis
une fille qui s'appelle Laure, qui est son adjointe, si on veut, m'avait refusé à plusieurs reprises de faire un vernissage là-bas, mais il faut que j'y monte. Et là, j'arrive à la cabane et Laure, elle est derrière le comptoir et elle me voit arriver, puis elle fait « Ah, c'est pas lui. » Pas lui encore. C'est sûr que c'est le gars que j'ai reviré 3 fois à date. T'sais. Et là, elle me dit « Non, écoute, ça marchera pas, on peut pas faire de vernissage ici. » Et Martin arrive, il arrivait du BC avec, il y a un gin, Martin, il arrivait avec son nouveau gin du BC, il est un peu mêlé, il sort de l'avion, tu sais, il fait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, il approche de moi, il fait « Man, c'est malade, c'est quoi? » Puis là, il commence à me parler. Et là, je dis « Ben écoute, je veux faire un vernissage. » Écoute, l'autre, elle n'existait plus. Et là, il dit « Je veux faire un vernissage chez vous. » Ben il dit « Let's go, on fait ça. » Il dit « La seule affaire, j'ai un Séguin. » Puis il y avait un super Séguin qui me faisait triper. Il dit « Je décroche pas mon Séguin. » Il dit « Marc, c'est un chum. » Puis non, pas de trouble. Moi, je peux bien faire mon vernissage parmi un Séguin. Ah ouais. J'ai pas de trouble avec ça. Alors, c'était le kick-off de Guilbeault parce que on avait fait... J'avais rempli, écoute, la cabane. Ça, c'est 2014, là. Oui, 2014. On vendait des billets. On vendait ça quand même, je pense, c'était comme 250$ du billet. Je faisais un live painting. Les gens avaient la grosse bouffe. C'est une expérience, on s'entend. Écoute, c'était une soirée incroyable et on a tout vendu. On est reparti avec, notre base pour starter Guilbeault. À partir de ce moment-là... Tous les tableaux qui étaient là sont partis. Tout est parti. Fait que Maud, ce qu'elle a fait, on a incorporé Guilbeault là. On a tout fait là. Ce décembre-là, 2014, a été vraiment le début de la vraie aventure Guilbeault. Puis, 1 an plus tard, je te dirais, après ça, j'ai eu mon atelier. Maud avait elle avait son salon qui était adjacent. Maud était dans l'esthétique à ce moment-là. Elle avait son salon qui était adjacent à mon atelier. Donc, ses clientes venaient me voir. J'allais voir. Tu sais, il y avait une belle énergie qui se promenait là-dedans. Puis Maud, à un moment donné, moi, ça s'est mis à bien fonctionner. J'allais de plus en plus à l'extérieur. Puis Maud avait le goût de vivre ça avec moi. Donc, elle avait quand même 5 employés. C'était très prenant aussi. Elle s'occupait de la comptabilité de Guilbeault le soir. Tu sais, c'était beaucoup de ça. Ouais. Oui, plus ses 4 enfants. Alors, qui étaient tous quand même assez jeunes à ce moment-là. Alors, Maud a dit, ben, qu'est-ce que t'en penses si je vends mon commerce? Je m'en viens avec toi à temps plein, puis on vit l'aventure ensemble. Là. Et ça, c'était la plus belle chose, je pense, qu'on a pu faire ensemble. Puis vous êtes encore ensemble en affaires et en amour à ce jour. Effectivement. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru entre le Guilbeault qui peignait avec du Sico et on peut faire une commandite de Sico. Et Maud qui a décidé de te donner un coup de main. Tu t'es rendu, tu sais, t'as peint pour le prince de Monaco aussi. Raconte-moi l'histoire de Monaco. Mais là, c'est pas avec du Sico, par exemple. Non. Mais raconte-moi cette histoire-là, parce que ça se peut pas. Tu sais, comme je viens de vous dire, Maud décide de vendre son commerce. C'est sûr que Maud, elle excelle dans son travail. Elle est une belle référence. Elle a la cote. Les gens l'aiment. Elle lâche quelque chose de gros, là. Elle lâche une clientèle énorme. Puis un gros revenu quand même aussi, là. Parce que là, on peut pas accoter son revenu. Au moment où elle fait ça, on peut pas accoter le revenu qu'elle avait avec, évidemment, Fait qu'on elle décide même d'une baisse de salaire, si on veut. Donc là, elle arrive, elle dit, moi, le premier mandat que je vais me donner, je veux qu'il soit wow, je veux des papillons. Donc, elle dit, je vais t'inscrire à un concours. J'ai vu passer ça en fouillant. Je sais pas trop comment, je me rappelle pas comment elle a trouvé ça. Il y a un concours d'art à Monaco. Puis Monaco. Je t'ai inscrit. Là, je fais, non, tu m'inscris pas là, c'est pas vrai, là. Écoute, tu sais, tu estimes, tu fais comme, ben non, j'ai pas le talent, je suis pas rendu là, on va y un jour. Fait qu'une fin de semaine, je m'en allais voir un show avec elle puis mon plus vieux. Puis elle fait, hey, les boys, moi, je vais pas. Trouver quelqu'un d'autre mon billet, je vais pas. J'ai pas la tête à ça en fin de semaine. En fait, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait compléter toute l'inscription au concours. Sans te le dire. N'importe quoi. Et là, quelques semaines après, elle m'appelle puis elle est super excitée. Elle crie dans le téléphone. Elle dit, prends tes courriels. OK, qu'est-ce qui se passe? Écoute, elle pleure au téléphone. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais, elle pleure de joie, je le sens. Elle dit, t'es accepté au concours. Qu'est-ce que c'est? T'es accepté au concours. Tu m'as inscrit finalement. Elle dit, oui, je t'ai inscrit. Et j'ai été sur dizaines de milliers d'artistes qui s'inscrivent à ce concours-là. J'ai été sélectionné pour participer. En fait, c'est un vernissage qui se termine par, évidemment, une remise de prix. Là. Puis, si c'est un vernissage, c'est-à-dire qu'il faut s'être inscrit avec une toile en particulier. Laquelle? La toile Fiesta. Pourquoi je ris? C'est que... c'est le perroquet. C'était le perroquet que j'ai peint après Marie Mission de cancer.
Okay. En fait, quand tout a été... c'était pas ma rémission, c'est quand c'était réglé, si on veut, là, parce que rémission vient quelques années après, évidemment. Alors, Fiesta, qui est un tableau qui a un pied de plus. Il y a pas une petite pièce, là. Oh, il est plus gros parce que il est plus gros que ton tableau que là. Il y a 60 par 60, donc 5 pieds par 5 pieds. On amène ça comment dans l'avion? On met pas ça dans le carry-on, là, on peut pas. Fait que là, on fait, OK, là, on va l'envoyer. On regarde pour l'envoyer, m'envoyer une œuvre d'art. On est à 6 000 $ à peu près. Hey, tu sais, puis c'est pas donné, là. Mais non, mais là, c'est parce que c'est plus cher que le tableau, là. Fait que c'est un non-sens. Fait que là, on a l'idée de dire, je dis à Maud, regarde, ce que je vais faire, je vais le démonter. On va faire des tests. Puis, je vais l'emmener à Monaco. Moi, je vais partir avant toi. Je vais aller rouler. Ouais, je vais le rouler. Je vais emmener le bois. Je vais emmener les outils. On va louer une chambre d'hôtel là-bas. Une semaine avant toi, je vais aller installer tout ça. Puis toi, tu viens me rejoindre parce qu'on essaye d'économiser. Là, partir à deux pendant... Ça, c'était un non-sens. On commençait l'entreprise. Là. Fait qu'elle fait, OK, c'est bon, c'est un bon deal. Fait que je m'en vais à Monaco, on suit tout le long, on s'appelle, OK, c'est beau, je suis passé à telle place, ça a marché, parfait. Un coup rendu à Cap-d'Aille, qui est tout près de Monaco, je loue parce qu'on pouvait pas louer une chambre à Monaco, on s'entend qu'on avait pas prix, on n'a pas le budget. Fait qu'on est à Cap-d'Aille, quand même un bel hôtel. Je suis là-bas, puis je tape. Il devait se demander ce que je faisais. Je tapais du marteau dans ma chambre. Écoute ça, mais ça a super bien été. Le tableau est tout monté. Je descends ça en bas. Je dis au concierge, il était tout petit, il était super drôle. Je dis, écoute, il faut que j'amène ce tableau-là à Monaco, à l'Auditorium Régnier, qui est peut-être à 20 minutes là en auto. Là. C'est pas super loin, mais Monaco est pas grand non plus. Donc, ils ont pas de trouble. Ils disent, on va le mettre dans ma camionnette. Il arrive avec sa vanne. Le tableau, il rentre pas là-dedans. Ils ont une autre idée. Il part, puis il revient avec plein de serviettes. Écoute, il a rappé le tableau sur le top de la vanne. Moi, je traverse Monaco. Mais c'est t'es là à cause de ça. Oui. Si il est abîmé, c'est réglé. Là. Exactement. Et là, moi, je suis dans la vanne, puis je fais des selfies, puis je suis en FaceTime avec ma blonde. Puis là, je suis comme, tu peux pas croire, je tiens le tableau avec mes deux mains. je tiens les draps de l'hôtel. Non, c'est surréaliste. Là. Tu traverses Monaco. À Monaco. À Monaco. Tu sais, non, ça se peut pas. Fait qu'on arrive à l'auditorium, puis l'auditorium Régnier, c'est une grande vitre où ce qu'on s'en allait, c'est tout vitré. Et eux sont en train d'installer le vernissage. Et là, tu vois tous les monégasques qui me regardent passer. Puis toi, l'artiste qui, tu sais, les tatous. La barbe, les tatous, la calotte. Ah, boy, écoute, là, je débarque de là, et là, j'arrive avec mon tableau à l'intérieur, et ils me regardent, ils font, vous êtes la Canadienne. Écoute, hey, là, j'avais l'air bougon, moi, ça avait pas de sens. Fait que là, finalement, on jase avec eux autres, tout va bien, ils étaient super cool. Et Maud vient me rejoindre une semaine plus tard, puis je lui dis, hey, chérie, je suis super connu à Monaco. Elle dit, ben oui. Je dis, non, c'est pas des blagues, tu vas voir. On rentre dans un restaurant. Hey, le Canadien, ils me font des high-five. On arrive dans un autre. Et comme alors, c'est arrangé. Écoute, mais non. En fait, c'est que le Monaco Report, tu sais, Monaco, c'est très... c'est une bulle. C'est une bulle. Fait que, tu sais, la télé, c'est Monaco. Tout est monégasque, là. Donc, le Monaco Report avait fait un petit papier sur moi, mais que les gens avaient trouvé ça cool, puis ils me reconnaissaient, puis ils me jasaient, tout ça. Fait que ça, on a eu un bel accueil à Monaco. On s'est fait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Les gens avaient nous autres, les Québécois. Cet attrait-là, un peu. Ouais. Ils nous aiment beaucoup, là. Ouais. Ils nous aiment beaucoup. Donc, c'était facile, tu sais, de rentrer à différents endroits, puis on a fait des rencontres incroyables, là. Ben là, clairement, parce que ça t'a amené à gagner un prix. Ouais. T'as gagné le prix coup de cœur du public, exactement. Donc, moi, le prix que je convoitais n'était pas le premier prix, il était le prix coup de cœur du public. C'était pas le prix des juges, en fait. Quand tu connais ma démarche, tu sais comment je travaille, tu sais comment je suis, je suis près des gens puis que j'ai besoin des gens. Ben, c'est sûr que le prix coup de cœur du public est venu me chercher en tabarouette, là. Puis, comment t'as fait ensuite de ça pour être invité à peindre pour Le Prince? En fait, il y a eu, ben évidemment, tu sais, c'est comme n'importe quoi, il y a une succession d'événements et de rencontres qui font que, mais à un moment donné, il y a une dame, un couple qu'on a rencontré. La dame en premier, on a rencontré le couple, des gens quand même assez importants du Québec qui sont là-bas. Ils habitent là-bas. Ils habitent exactement en France, à Sainte-Maxime, sur la Côte d'Azur, et ils ont une maison à Monaco. Et là, eux, ils me disent, écoute, si tu veux progresser ici, on t'offre quelque chose. On t'offre d'avoir un atelier chez nous. Wow! À Sainte-Maxime, qui est à 2 heures de Monaco.
Fait que on dit OK, ouais, tu sais, c'est pas trop, tu sais. Fait que OK, oui, j'embarque dans le projet. Donc on avait recédulé un autre voyage, on est retourné. Et lors de ce deuxième voyage-là, je me suis installé chez ces gens-là. Pour peindre. J'ai peint, on était là pendant 3 semaines. J'ai peint une semaine complète. Mais quand tu dis une semaine complète, Étienne, là, c'est que Maude venait me porter du lunch là, dans l'atelier. C'est ça, là. C'est dans le sous-sol, l'atelier, là, mais c'est magnifique. Là, pour vrai, c'était rêvé. Là. Puis, écoute, t'es sur la Côte d'Azur, tu sors dehors. Non, oublie ça, là. Ça roulait. Donc, j'ai peint beaucoup de tableaux et j'ai peint beaucoup de monuments. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup ici. Mais comme par exemple le musée océanographique, le palais, le casino aussi que j'ai peint. Monte Carlo. Et à un moment donné, ces gens-là ont montré mon tableau du musée océanographique à des amis. Ça reste que ces amis-là, c'était le consulat du Brésil qui est à Monaco. OK. Fait qu'à un moment donné, ce type-là vient me voir et il dit, écoute, on fait un gros événement, nous autres, en juin prochain. Et le prince Albert, c'est notre président d'honneur. On aimerait lui remettre un cadeau. Mais en fait, on aimerait lui remettre ton tableau. Donc, on aimerait acheter le musée océanographique pour lui remettre. Là, tu fais, OK, ouais, wow, OK, c'est très hot, ben merci, ouais, c'est très gentil. Non, on veut que tu sois là, on veut que tu viennes, là. C'était non négociable, là, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, je vais être là. Oui, go, ça va être là. Fait que c'est une expérience incroyable. Puis là, tu reviens au Québec parce que là, on est revenu, fallait retourner. Et là, tu racontes ça aux gens. Puis là, mais faut que tu fasses une conférence de presse. Mais un peu, là. Ouais. Tu sais, mais je pense qu'on réalisait pas l'ampleur du personnage. Tu sais, tu vois ça, le prince Albert, princesse Caroline, princesse Stéphanie. Tu sais, c'était comme... Et parallèlement à ça, avant... là, les dates se croisent et on m'offre d'aller faire également un live painting pour la princesse Caroline à ce moment-là. La sœur du prince. La sœur du prince. On me demande d'aller faire un live painting, mais finalement, moi, j'ai dû remettre le tableau au prince avant de faire l'événement de la sœur. Mais finalement, j'ai pas fait l'événement de la sœur parce qu'elle était pas contente que je remette un tableau à son frère avant elle. Donc, t'as mis la marde dans la famille. Mais je pense que la marde t'as peut-être déjà là, un peu clairement pour que ça aille de même. Et finalement, j'ai jamais peint pour la princesse Caroline, mais en tout cas, bref, c'était quand même très drôle comme mais tout cet événement-là avec le prince de Monaco, c'était. Ben en fait, c'était au casino de Monte Carlo. Et ce qui est particulier un peu, c'est que là-bas, tu sais, nous autres, je sais pas, on fait une remise, tu sais, tout le monde est là, c'est un gala, tout ça, mais là, le prince avait décidé, parce qu'en route vers le gala, Maude a reçu un téléphone, elle se fait dire, écoutez, il y a un petit changement à l'horaire. Puis là-bas, ce qu'il faut se comprendre, c'est que le prince, la princesse, ils décident que c'est ça, ils décident que 5 minutes avant, c'est plus ça, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on s'est dit, OK, il y a un changement de dernière minute. Qu'est-ce qui se passe? Le prince demande à ce qu'il y ait un cocktail privé, un événement privé avec ses amis personnels à lui et que Guilbeault lui remette le tableau là. On monte la coche encore. Et là, t'arrives là, puis c'est des princes, des princesses, des ducs, des duchesses. La barbe, les tatous, la calotte. T'avais-tu mis une chemise? J'avais même un beau petit veston noir. Et là, tu sais, j'arrive là, puis là, j'enlève mon couvre-chef avant d'entrer. On me dit, non. Tu gardes ça, là. C'est ta signature. C'est toi qui est là, tu sais. Fait que l'authenticité a payé beaucoup là-bas. Wow. Puis, écoute, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est une aventure incroyable. Qu'est-ce que ça a rapporté réellement? Il y a un dicton là-bas qui dit tout ce qui rayonne sur le rocher, parce qu'évidemment, le casino est sur le rocher, rayonne jusqu'à Saint-Tropez, tu sais. Mm-hmm. Mais en fait, c'est ce qui est arrivé un peu. Donc, on a vraiment roulé notre boss tout le long de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez à Monaco. Et tu sais, j'en passe le maire de Fréjus, de Nice, au printemps dernier, on devait être là pour différents événements sur la côte. Puis, bref, fait que c'était vraiment... Ton nom devient de plus en plus grand et reconnu ici au Québec, mais à l'international aussi. Là, je sais qu'une fois que la COVID va être terminée puis qu'on va pouvoir voyager, tu as plein de beaux projets à l'étranger qui s'en viennent. Oui, définitivement. Là, puis on a hâte de reprendre tout ça. Mais je veux pas négliger, c'est sûr, le Québec, là, dans le sens où c'est chez nous. Là, c'est vraiment chez nous. Ton parcours de gars qui a lâché l'école en secondaire 3 à où t'es rendu aujourd'hui,
Vous avez combien d'enfants? 4. Quand famille recomposée, mais ça reste qu'on a 4 pareils. Vous en avez 4. Qu'est-ce que tu penses que tu enseignes comme valeur à tes enfants? Eh boy, je te dirais la valeur, la plus grande valeur, nous autres, c'est drôle parce que dernièrement, on a eu une discussion avec la copine de mon 15 ans. Puis, à un moment donné, on parlait d'école, puis elle trouvait ça dur avec l'espèce de confinement, tout ça, tu sais, l'école. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'il y a l'école à la maison beaucoup, là, au niveau du secondaire, elle a perdu la motivation totale d'aller à l'école. Ouais. Mais elle a les résultats, elle est capable d'avoir les résultats. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est, écoute, on fait un deal. Je parle à ta mère et je lui dis que tu vas venir faire tes devoirs chez nous avec ton chum. On a un œil sur vous autres, mais je le sais parce que mon fils a quand même des bons résultats. Donc, on a dit, ça peut t'aider, on va le faire. C'est motivant. Là. La motivation et surtout la ténacité. D'être tenace, de tenir son bout, d'y aller jusqu'au bout. Vraiment, de tomber, se relever, continuer. Ça, c'est les plus belles valeurs, je pense, qu'on enseigne à nos enfants. On est des parents quand même assez sévères, mais d'une ouverture incroyable. Donc, c'est sûr que nous, les enfants, un échec n'existe pas. Un apprentissage. T'apprends. T'es pas en échec, t'apprends quelque chose. Et je pense que s'ils étaient là, c'est pas mal les valeurs qu'ils disaient qu'on leur enseigne sont ceux-là, sont de ne pas lâcher. Puis c'est sûr que le niveau scolaire, pour moi puis Maud, c'est super important parce que les deux, on est des décrocheurs. Ah ouais, c'est vrai. Les deux, on est des décrocheurs, puis on est des entrepreneurs aujourd'hui. Mais c'est notre bagage. En même temps, ça vient prouver à quel point il y a des belles choses. Puis, tu sais, ma mère est une ancienne prof aussi. Oui. Puis il y a des belles choses à aller piger dans le format d'éducation traditionnelle, mais ce n'est pas la seule avenue. Non. Tu sais, fait que puis vous en êtes la preuve vivante, visiblement, toi. Puis Oui. Maud, t'as créé, il y a quelques années, un volet humain Oui. à tes toiles. C'est-à-dire du sur-mesure Oui. pour des individus, comme tu as fait pour la Oui. mienne. Oui. De un, je suis curieux de savoir d'où est venue l'idée. Puis de deux, un peu dans le même principe de la question que je t'ai posée un petit peu plus tôt, alors que la plupart des artistes créent ce qui leur tente à eux et c'est au public ou aux clients d'accepter leur art, toi, tu y vas encore à sens inverse où tu veux ton côté humain est tellement développé, tu veux tellement que le monde ait un coup de cœur puis que la toile soit la leur Ouais. et unique que tu vas créer pour quelqu'un. Ouais. Je connais pas d'autres artistes qui fait ça. Ça va vraiment, comme tu dis. Et c'est pour ça que, tantôt, quand tu me parlais du milieu, du milieu des artistes en art visuel, par exemple, où je peux pas m'identifier, je suis pas capable de m'identifier à ce milieu-là. Puis je trouve ça plate. Peut-être qu'il y a sûrement là, tu sais, des gens avec qui ça connecterait plus, mais c'est carrément avec cette dimension-là, parce que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que le mot sur mesure, on le trouvait poche. On disait, écoute, sur mesure là, c'est facile. Un veston, c'est un... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est dans le sens du sur mesure. Tu sais. Non, nous autres, on va plus loin. La dimension humaine. On a créé ce qu'on appelle la dimension humaine. C'est que le tableau, en fait, il est fait avec et pour les gens et avec les gens. Donc, moi, ce que le client ou le futur acquéreur d'un tableau va devenir mon chef d'orchestre, finalement. Puis c'est avec lui que je vais le faire. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est quand tu t'assois, tu regardes ton tableau, tu te dis « Hey, il y a un peu de moi là-dedans. Là. Il y a un peu de moi là-dedans. Là. J'ai peut-être pas pris le pinceau, mais Colin, j'avais une idée, puis lui, il l'a concrétisé. Puis il a mis sa sauce dedans, il a mis sa couleur, il a mis son énergie dedans. Et ça crée ça. Alors, c'est ça la dimension humaine. C'est des rencontres, des discussions, des pleurs, des rires. Tu sais. Parle-moi de ce processus-là. Oui. Quelqu'un est intéressé par ça. J'embarque. Oui. C'est quoi le processus? Le processus, en fait, c'est une rencontre. On discute. Souvent, les gens vont avoir une idée en tête, puis ça sera même pas ça qu'on va peindre. Pourquoi? Parce que au fil des discussions, je vais les amener sur d'autres pistes. Ils vont me parler de leur pourquoi. Okay? Pourquoi tu veux un tableau? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Où il va vivre? Dans quel environnement que le tableau va vivre? C'est important. Parce que c'est l'énergie. Ça devient une pièce maîtresse souvent aussi de l'environnement. Où il va vivre? C'est quoi que toi tu as vécu? Pourquoi tu veux un tableau? Et qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage aussi avec ce tableau-là? Parce que tu veux pas un tableau qui va être là pour 6 mois, 1 an. Il va être là pour toujours, ton tableau-là. Alors, c'est vraiment ce processus-là de rencontre, de discussion. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais peindre. Moi, je fais jamais d'esquisse. Et souvent, les gens, fais-tu un esquisse avant? Non. Et ça, c'est weird parce que la personne paye plusieurs milliers de dollars pour un tableau.
Puis ils s'assoient, puis là, je les sors carrément de leur zone de confort, là. C'est carrément. Puis là, ça fait comme, OK, mais attends un peu. Moi, mon architecte, il me fait des plans, ma designer m'a fait des plans. Toi, tu m'en fais pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, puis si tu m'exiges... Est-ce que tu les... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu les rassures, tu sais, dans le sens où je me dis... Mais oui. Mettons qu'ils payent, je sais pas, ça coûte quoi? Combien que ça coûte? Bah, ça peut être coûter 4 000, 3 000, 5 000. Bon. Mettons qu'ils payent 5 000 $ Ouais. pour une toile dimension humaine, puis qu'ils l'aiment pas. Oui. Est-ce que tu t'engages à ce qu'ils aiment la toile? Tu sais, Oui. En fait, comment je fonctionne, c'est que si la personne est ben insécure, super insécure, ce que je vais lui dire, c'est, écoute, moi, mes tableaux, comme tu sais, ils ont tous un appliqué de vernis dessus, un appliqué d'époxy dessus. Alors, ce que je vais dire à la personne, c'est avant de mettre la couche, avant de la sceller, ben, je vais te la présenter. S'il y a des choses que tu n'aimes pas dessus, ou que tu aurais aimé que j'ajoute, et c'est là que vraiment peu d'artistes vont faire ça. Ben oui. Très peu d'artistes vont faire ça. On en parle, puis je modifie ce qu'il y a à modifier. Et je te représente, puis quand tu me donnes le go, moi, j'applique le vernis dessus. Ou encore, des fois, ce que je vais faire, je vais dire à la personne, je te fais la base. Par exemple, avant de mettre les couleurs, là, mon shading noir va être là. On est à bonne place? Oui, parfait. je m'en vais dans la bonne direction. Exactement, je suis dans la bonne direction. Sinon, il y en a qui vont me dire, non, moi, finis là, présente-moi là. C'est ça, parce qu'en même temps, c'est touché. Je m'imagine, moi, tu sais, je capote sur le taureau, sur le bull. Si tu me l'avais montré en espèce d'esquisse, pas de peinture, j'aurais peut-être pas trippé. Je me serais peut-être dit, toi, t'es capable de voir plus loin. Moi, je me serais peut-être dit, moi, ça ressemble à une vache avec des cornes. Et voilà. Fait, c'est quand même tu fais un pari, tu sais. Oui, définitivement. Puis ça, je te dirais que c'est la mesure, dans mon cas, la mesure extrême, quand la personne est vraiment super insécure. Sinon, ce que je leur dis, c'est, inquiète-toi pas, je le fais. Si à part si c'est quelque chose de super personnel, là, tu sais, exemple, je sais pas, son chat, par exemple, mais tu sais, où il y a des particularités vraiment. Ouais, à reconnaître ou pas son chat. chat. C'est ça. Mais sinon, tu sais, un taureau, par exemple, ben écoute, si je le trouve assez beau pour te le présenter, je le trouve assez beau pour le mettre à quelque part puis le vendre. Ouais, si tu l'aimes pas. On va en faire un autre. Fait que ça enlève beaucoup de pression chez les gens. Toi, t'auras pas travaillé dans le beurre non plus. Non plus. Dans le sens, c'était pas obligé de la brûler après la non, toile. c'est ça, exactement. Puis ce que ça fait, je trouve, là-dedans, ben, ça sort la personne de sa zone de confort et ça fait partie du trip. Ça fait partie de l'expérience. Ben ouais. Écoute, je te le dis, Étienne, ça amène une certaine fébrilité. Et Maude, là, à chaque fois que je fais une livraison de tableaux, là, que ce soit dans l'atelier ou chez les gens, elle veut être présente. Parce qu'il y a des... Ben, on a capté ta réaction là quand on a fait le dévoilement. Il y a rien de stagé là-dedans. Là. Tu comprends? Là, c'est tout le temps brut. Non. Puis ton nom... circule beaucoup au showbiz québécois. Entre autres, tu sais, t'as peint des toiles. Il y a d'autres artistes qui avaient participé. Phil Laprise. Entre autres, je pense même Pierre Hébert. T'as acheté une toile. Et je me souviens pas d'avoir entendu quelqu'un déçu d'une toile qui t'a acheté ou que t'as offerte. Non, puis honnêtement, je me sens super privilégié. Il y a bien des gens qui vont dire c'est à cause que tu es animateur de foule avant que tu as accès avec... non, zéro. Ça n'a aucun lien, aucun rapport. Moi, mon kick-off, en fait, dans le milieu, a été Jean-Michel. Jean-Michel Anctil. C'est vrai. T'es proche de Jean-Michel, mais oui. Oui, c'est un très, très bon ami. Puis c'est Jean-Michel à qui je dois... on le salue d'ailleurs. Là, Jean-Michel, c'est nous. J'y dois beaucoup à Jean-Michel. Puis écoute, tu sais, des fois, les amis, ben la vie nous amène sur des pistes, puis c'est drôle, les synchronicités, j'y crois depuis que j'ai commencé à faire ce métier-là, c'est fou comment il arrive des choses, qui sont comme autant qu'on s'est croisés puis qu'on est devenus amis. Jean-Michel, une dame m'appelle à un moment donné, puis elle me dit, écoute, elle m'envoie un courriel, elle me dit, c'est dommage, par Facebook plutôt, elle dit, c'est dommage que tu répondes pas à mes messages, j'aurais voulu t'engager pour les 50 ans de mon conjoint, tu sais. Et là, moi, écoute, je fais comme, moi, quoi? Et là, je m'en allais voir, j'ai aucun courriel. Elle me dit, je t'ai envoyé des courriels, j'ai aucun courriel. On se met à fouiller, on se rend compte qu'il y a un problème avec mes courriels. Ah non? Je reçois pas les infos sur mon site à ce moment-là. Je parle de ça il y a peut-être 4 ans. Donc, j'investigue plus loin, on regarde. J'ai un paquet de clients qui sont bloqués là, des demandes. J'ai réussi à récupérer plein de demandes là-dedans. J'appelle la dame en question, je dis, écoutez, là, grâce à vous, là, ben, j'ai récupéré X nombre de clients. Donc, l'événement de votre conjoint, là, c'est 50 ans, là, je vous l'offre. Wow. Et comme, ben non, tu peux pas faire ça, tout ça. Et je te dis, oh oui, je te le dis, là, grâce à toi, là, j'ai pu faire des sous
que j'aurais carrément perdu. Ben oui. Non seulement j'aurais perdu J'aurais jamais su. Oui, puis j'aurais perdu mon nom aussi, dans le sens que les gens, écoute, me répond même pas, blablabla. Tu sais, ça peut aller loin. Donc, elle accepte au final. Elle dit, OK, c'est beau, parce qu'elle avait déjà acheté autre chose, son conjoint, donc elle avait pas le budget, là, tu sais, à mettre pour. Fait qu'elle dit, on a déjà, comme tu répondais pas, on a déjà donné un autre cadeau. Je dis, non, il n'y a pas d'argent là-dedans, je veux le faire. Donc, à un moment, elle dit, OK, c'est beau, ça va être telle date, tout ça. Et elle me rappelle quelques jours avant, elle dit, est-ce que tu as une objection à ce que, à l'époque, accès limité soit là? Là, je fais accès limité. Pourquoi qu'accès limité, c'est Anouk Meunier avec Jean-Philippe Dion qui était. Ouais. Pourquoi qu'il serait là? Je comprends pas. Attends une minute, là. T'es prête à venir chez nous et tu sais pas c'est qui mon conjoint? Tu m'offrais ça sans savoir c'est qui votre conjoint? Elle dit, c'est Jean-Michel Anctil. Ben ouais. Je fais, ben voyons, non. Je dis, non. Là, elle, ce qui l'a charmé là-dedans, c'est que elle était sûre qu'elle m'avait déjà dit c'était avec son conjoint. Puis que moi, j'étais comme, ah ben là, moi. Je vais le faire gratuit. Ben ouais. Je vais le faire gratuit, c'est une personnalité, moi, les peintres. Non, fuck all, là, zéro, là. Fait que là, on arrive, moi puis Maude, à l'événement, et il y a une cinquantaine de personnes qui sont là. Et évidemment, ben, des personnalités plutôt connues, tout ça. Fait que, on fait l'événement. Ce soir-là, je peins un tigre à Jean-Michel. Sa famille était, les filles puis sa femme ils hésitaient entre un tigre et son chien. Je fais un tigre et son chien est là ce soir-là, un super beau bouvier bernois qui s'appelait Coluche. Et Coluche, il se pousse dans la soirée. Ils perdent le chien parce qu'il y a un ballon qui éclate, il a peur des ballons, il se pousse. Tout le monde cherche le chien toute la soirée, les filles, tu sais, ils passent une soirée ordinaire, ouais, c'est ça. Et le lendemain, nous on s'en va, ils n'ont pas trouvé le chien. Le lendemain matin, Jean-Michel envoie un message et il dit, écoute, mon chien s'est fait frapper. J'ai vu ce message-là, il l'avait partagé sur exactement, Facebook. Exactement. Il dit, mon chien s'est fait frapper. Alors, moi, écoute, je suis comme, mais voyons donc, je trouve ça poche, je suis comme, voyons, c'est ordinaire en tabarouette. Le lendemain, j'écoute la télé, Jean-Michel passe un show de télé et c'est live et il parle de sa fête, de son anniversaire. Et à un moment donné, il parle de son chien, il craque totalement, il se met à pleurer, il pleure. Puis là, moi, j'écoute ça, je fais, non, attends un peu, là. Et nous, on devait rencontrer Jean-Michel la semaine d'après pour lui, tu sais, je devais finir le tableau, appliquer le vernis, tout ça. Et on devait y remettre son tableau. Il venait par chez nous faire un show. Donc, on avait dit, hey, on prend en profiter, puis on se voit, on soupe ensemble, puis je te remets ton tableau. Et là, je dis à Maude, non, je vais, on y offre son chien. On y fait. Mm-hmm. Donc, j'ai fait son chien et on y a offert la semaine d'après. Et c'était, écoute, pour vrai, c'est hallucinant là, de voir la réaction de tout le monde quand on a offert le tableau. Et c'était le début vraiment d'une super belle amitié entre moi et Jean-Michel. Et à un moment donné, il me disait tout le temps, je t'en dois une. Puis non, c'était pas ça l'idée. Alors, à un moment donné, il me dit, écoute, je t'invite à manger au resto chez un ami. OK, parfait. Fait qu'on s'en va manger chez l'ami en question qui était chez Jérôme Ferrer, qui est devenu un de mes meilleurs chums. Et tu vois et chez Jérôme, ben écoute, là, on a... Écoute, un des derniers restos où je suis allé. Oui, ben ensemble. Avant la COVID, c'était avec toi là-bas. Moi, j'ai soupé un peu avant pendant que tu finissais. Tu faisais des live paintings sur place aussi. Ben, Jean-Michel, pas Jean-Michel, mais Jérôme est devenu, l'Européa est devenu, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment de galerie maintenant. Mm-hmm. L'Européa est devenu une magnifique galerie. T'as vu c'est hallucinant comme endroit. Ben, t'es là, tu dois avoir une bonne dizaine de tableaux un peu partout à l'Européa. Près de 20 tableaux à l'Européa, là, ouais. T'as ça, j'ai aussi, je suis resté à l'hôtel à Joliette. Ouais, l'hôtel Château Joliette. En conférence, t'as plusieurs toiles là-bas aussi. Ouais. T'es un peu partout. Je veux qu'on change de cap pendant 2 minutes. Oui. Parlons stratégie. Oui. Un peu de carrière. Particulièrement en temps de COVID, t'es un gars ultra créatif. On se parle quand même assez souvent. T'as plein de flashs de comment amener tes affaires. Tu fais pas les choses comme les autres. What's next? Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi de ce côté-là? Écoute, je te dirais qu'il y a des belles choses qui se préparent. Évidemment, je te cacherai pas, là, si on n'était pas en temps de COVID, l'international me fait beaucoup de l'œil. On a beaucoup de propositions à l'international. Un retour à Monaco, la Corse. Je devais être en Corse en mai dernier. Ça, c'est du bouche à oreille qui s'est passé là-bas. Du bouche à oreille. Écoute, encore là, tu sais, je reviens dans les histoires de synchronicité. Je mets des tableaux dans une auberge à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Je connais le type. Il dit, écoute, moi, fait que je fais des tableaux très bois, très nature des ours, des Premières Nations. Je fais différents trucs comme ça. Ouais. Et je mets ça là. Il y a un type qui va faire de la motoneige. Les Européens viennent faire beaucoup de motoneige ici, évidemment. Il va faire de la motoneige là-bas.
Je reçois un courriel à un moment donné. Écoute, moi, je suis allé faire de la motoneige au Québec. Je suis allé à tel endroit. Et après ça, je suis allé manger à l'Européa. Lui, il va à cette minute, il voit mes tableaux, il va à l'Européa, il voit encore mes tableaux. Il dit, OK, c'est un signe. Je m'achète un Guilbeault. Et ce type-là me dit, écoute, moi, je veux que tu viennes, il y a une villa en Corse. Il dit, je veux que tu viennes peindre chez moi, à la villa. Je veux que tu fasses mes tableaux chez moi. Et ben là, ça amène évidemment, tu sais, quand tu t'en vas à un endroit, ben là, t'enquêtes là, on va faire du pouce sur autre chose. Oui, c'est ça. Fait que là, stratégiquement, ben, on travaille sur ces points-là. Donc, mes derniers, on devait être là. Ça n'a pas fonctionné. C'est juste partie remise. On est un peu en stand-by là-dessus. Je t'ai glissé un mot un peu. Les ailes turquoises aussi qui font de l'œil présentement. Alors, il y a plein de beaux projets comme ça à l'étranger. Évidemment, ça négligera jamais chez nous. On attend évidemment l'ouverture des restos de notre côté parce que l'Européa, ben c'est ma résidence. Je suis en résidence là-bas. Donc, on va recommencer avec des beaux projets avec la gang de l'Européa. Et il y a des trucs un peu, bien évidemment, avec mon côté communication, tout ça, la télé. La télé m'attire beaucoup. Mais toujours un retour à la télé, mais devant les caméras cette fois-là. Je pense qu'il y a de la place. Parce que puis on s'en est parlé, parce que ton histoire, ton contenu, il est riche. Puis pas juste en termes de comment peindre, mais tu sais, mais la résilience, le côté authentique, le fait de pas être tombé dans le pattern d'être un artiste typique, tu sais, t'es toi-même avec les bons côtés, avec les moins bons côtés, avec le positif et le négatif que ça amène aussi. Puis ça, c'est de quoi d'extraordinaire. Puis ma question est la suivante, tu sais, puis s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui vont aller voir ton site web, guilbeault.ca, puis tes toiles sont un prix qui est juste pour ce que tu amènes. En même temps, c'est pas donné à tout le monde de se permettre ces toiles-là. Combien de messages tu reçois de gens qui tentent le terrain puis que tu dois malheureusement leur dire « mais ça coûte tant » puis hey, écoute, je suis même pas capable de dire combien de messages, mais on en reçoit énormément. Mais en fait, on se contente pas d'une réponse de « le prix du tableau est tant ». Je suis pas capable. Moi, premièrement, je suis le premier. On a parlé du pied de cochon un peu plus tôt. On m'a dit non. J'ai été voir plus loin. Donc, je peux pas donner une réponse à une personne qui s'arrête là. Donc, on offre des options. Celles qui sont déjà peintes ont un prix. Exactement. Donc, celles qui sont déjà peintes ont un prix. Le prix du tableau est tel, mais voici la façon dont tu peux obtenir ce tableau-là. Donc, il y a des mensualités, il y a des façons. Il y a des façons de fonctionner pour que si la personne, comme je t'ai dit tantôt, tu as un coup de cœur, tu tripes, on va s'organiser pour que tu puisses avoir le tableau. Évidemment, si ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, on a un plan B, une option B, pardon. L'option B, il y a des reproductions sur plexiglas. Moi, comme mes tableaux sont lustrés, j'aimais le plexiglas. Je crois moins un peu de mon côté au print papier. Je suis moins un fan de ça. Pourquoi? Écoute, je suis moins un fan de ça parce que je ne sais pas, je veux pas tomber dans le poster. Je veux pas je sais, encore là, je sais qu'il y en a. Non, mais c'est correct. Je suis pas à l'aise. Je suis juste pas à l'aise avec le print papier. Une espèce de reproduction là, comme tu peux retrouver chez HomeSense là, ou des trucs comme ça. C'est pas en ça fait, non, c'est ça. Je sais qu'il y a des artistes qui ont fait une belle qualité de print aussi. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça peut diminuer le wow factor de voir un Guilbeault en toile comme ça. Oui. Ben oui. Oui, puis on en a déjà parlé ensemble. Tu sais, c'est mon inquiétude, c'est ça. Puis on s'est posé la question, tu penses, moi puis Maud, y a-tu de l'argent à faire avec ça, tu penses? Ben oui, tu fais une reproduction du beau puis tu le vends. T'en vends. En même temps, moi, je vais peut-être être déçu de le voir. Moi, là, en fait, ça, je le prends. J'en fais 800, puis je marque, c'est le boule à Étienne Boulay, là. T'en vends, c'est sûr? Hein? Des hot dogs. Ouais. On va se le dire, des hot dogs. Ouais. Je vais-tu aller là? Non. Pourquoi? Parce qu'Étienne Boulay, je l'aime, il m'aime, on est des amis. Mais au-delà de ça, il est fier de ce qu'il a d'accroché sur le mur. Ouais. Donc, tous les tableaux, on n'a pas beaucoup, on a une 10-12 tableaux qu'on offre en reproduction. C'est sur plexiglas, et les gens qui ont acheté ces tableaux-là ont été avertis qu'il y aurait peut-être des reproductions. Ouais. Tu dis reproduction sur plexi, je trouve que ça sonne cool. Techniquement parlant, ça ressemble à quoi? C'est quoi les détails? C'est quoi les nuances?
c'est à s'y méprendre avec une œuvre originale, dans le sens où t'as juste pas la texture, mais tu sais, t'as le côté gloss, t'as le côté illustré. Est-ce que tu crées une base, tu sais, dans le sens où pour pas que tu vois, tu sais, Non, en fait, c'est vraiment un procédé d'impression qui est collé derrière un plexiglas. Okay. Moi, bon, je fais affaire avec une firme là, qui fait ce genre de truc-là. Et derrière, le cadre est là, le châssis arrière est là pour avec tu sais, tout est là. C'est plug and play, là. C'est prêt à accrocher, là. Fait que dans le fond, c'est un produit de qualité, c'est haut de gamme. T'as pas besoin. Tu sais, je te vends un print, par exemple, sur un canevas, là, un papier print, là, par exemple. Là. Je te vends ça. Puis toi, ben, tu le reçois, mais là, faut le faire cadrer. C'est un peu. Par contre, pendant la période de la première vague du COVID, j'ai fait des tableaux qui étaient en lien avec avec les systèmes de la santé. J'en ai fait 2. Ouais. J'ai fait les héros du printemps, en fait, que je les appelais. Les infirmières. Exactement, infirmières, médecins. Puis il y avait les policiers aussi, là. Puis notre chum Yann en a un. Et là, pourquoi je l'ai fait sur du papier Beaux-Arts? Puis ça, c'est du papier Beaux-Arts, en fait. Donc, c'est pas une simple reproduction. C'est un papier qualité Beaux-Arts. C'est que je voulais, là, donner accès. Ouais. À tout le monde. Mm-hmm. Mais tu l'as fait en partant, c'était su qu'il y avait une quantité limitée, mais que c'était disponible pour tout le monde. Fait que là, ça c'est une nuance. Il y a pas, j'imagine qu'il y a un enjeu de, tu sais, c'est un super flash de le faire sur des plexis. Ça look, c'est beau, c'est j'allais dire plug and play, mais c'est ça pareil. Mais c'est prêt à installer. Oui. Mais j'imagine que tu as un volet quand même assez difficile où tu dois il y a un petit volet où tu dois enseigner aux gens, tu sais, de comme, hey, je vous le dis, c'est beau, tu sais. Oui. Puis là, avec la COVID, on peut pas. Non. T'as pas le fil, tu sais. Non, pas le fil. Puis je te dirais que moi, je suis pas un paresseux, fait que j'aime mieux peindre. Mm-hmm. J'aime mieux peindre. Tu sais, quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière puis qui m'a dit, hey, sur ton site, il y a l'ours, le prix, c'est ça. OK, t'as ce budget-là pour un tableau. As-tu 1000 de plus? As-tu 800? As-tu 500? Tu comprends? On peut-tu se parler? Je préférerais te faire le tien. Tu comprends? Je préférais te faire le tien. On est-tu capable de... C'est pourquoi que tu veux un plexiglas? Tu comprends? Ouais. Surtout si tu vas dans des gros... Parce qu'il y a des grands formats qu'on peut offrir, là. Mm-hmm. Mais un petit plexiglas, on comprend que c'est un cadeau. On comprend que c'est quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'ai pas le budget pour m'acheter quelque chose de gros, d'original. Je vais y aller avec ça. Mais si tu as le budget pour acheter un gros plexiglas, là, tu as le budget pour acheter un vrai tableau. On va se parler. Ouais, c'est ça. Je préfère ça. Je préfère peindre. Je préfère le vrai, toujours. Puis c'est drôle parce qu'on aurait pu faire, hey, on rouvre la machine. On a une petite boutique en ligne. C'est mon fils qui s'en occupe. Puis on aurait pu dire, on rouvre la machine sur la boutique en ligne avec les plexiglas, puis on se prête partout. C'est sûr que monétairement, l'argent rentrerait avec ça. Mm-hmm. Mais c'est pas mon objectif. Je veux pas faire ça. Je veux pas tomber dans... Je veux pas me vanter que j'en ai imprimé 800 000. Là. C'est pas ça l'idée, mais pas en tout. J'ai bien d'autres choses à faire. Puis tu dois aussi conserver un... C'est ça, c'est toute une espèce de game, j'imagine, aussi de conserver un wow factor. Aussi. Ah oui, c'est carrément ça l'idée. C'est que tu es toujours dans l'espèce d'équilibre de je veux en vendre, mais je veux pas qu'il y en ait peut-être trop en circulation non plus. Non, c'est ça. Surtout dans le repro. Dans les originaux, la beauté de la chose, c'est que c'est dans la dimension humaine, on s'en fout. Ben ouais. Il y a 800 000 personnes qui ont leur Guilbeault, il n'y en a pas trop de Guilbeault. Ben non, c'est ça. T'sais, parce qu'il est fait pour toi. Il est fait pour toi, il n'y en a pas deux pareils, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est carrément l'idée et bien plus de les faire par exemple. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune, au moins jeune, des gens qui ont envie de se réinventer, qui, tu sais, c'est toujours le même, probablement la même question, le même point d'interrogation quand tu veux te lancer dans quelque chose. Oui. T'as beau avoir une passion, à un moment donné, il faut que tu sois capable de payer les bills. Ben oui. Toi, c'est venu après plusieurs années d'acharnement, après une sainte qui est Maude, qui est venue puis qui t'a, puis là vous faites une super belle équipe. Oui. C'est quoi ton conseil ou ton avertissement ou comment t'enlignerais ces personnes-là? Ben écoute, c'est drôle parce que autant que les gens qui me posent des questions sur les prix des tableaux, qu'il y a des gens qui me posent cette question-là, exactement. Surtout des parents. Écoute, mon fils, j'ai vu que tu es un décrocheur. J'ai lu ça quelque part. Mon fils, à l'école, ça marche pas. Puis il est bon en dessin. Il est bon en... Non, je donne pas de formation. Non, je donne pas de cours, mais je donne des crises de bons conseils, par exemple. Ça, je suis capable de t'en donner. T'sais. Fait que c'est carrément de travailler en side, mais de jamais arrêter ta passion. Oui, travaille en side quelque chose, mais dis-toi là,
que plus que tu vas peindre, plus que tu vas en faire, plus que tu vas sortir ta créativité, plus qu'elle va être vue. Et c'est carrément ça l'idée. C'est de ne pas arrêter d'y croire, parce que si j'avais arrêté d'y croire, honnêtement, Étienne, j'ai 47, j'ai commencé à percer, là, j'ai commencé à être connu à 40 ans. C'est fou, hein? C'est fou, mais j'ai l'impression d'en avoir 22, là, tu comprends? Je vois pas le jour où ça va arrêter. Puis, fait qu'il y a pas de mauvais conseils, il y a pas de mauvaise expérience, il y a pas... C'est correct de faire deux choses en même temps. Il faut. C'est correct d'avoir une chose peut-être un petit peu plus stable en attendant, jusqu'au jour où tu vas te sentir prête ou prêt à faire le saut, tu sais. Tu sais, quand Maud me dit vas-y, puis moi, je vais backer, penses-tu que je peignais 20 heures par jour? Mais non, ça. Je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, je ramassais les enfants. Tu comprends? Elle travaillait, par exemple, 15 heures par jour pour faire vivre la famille. Moi, de mon côté, j'ai vendu un tableau. Puis quand j'ai eu mon premier atelier où je payais un loyer d'atelier, là, tu sais, je payais vraiment, j'avais loué un espace, ben, j'espérais vendre au moins mon tableau dans le mois parce que... oui, parce que sinon, t'es négatif. Mais oui. Fait que quand je vendais un tableau là, dans mon mois, mais à la base, Yannick, il y a une fibre d'entrepreneur aussi, puis Maud est entrepreneur. Ouais. Donc, c'est sûr que de notre côté, on est aussi artistes qu'entrepreneurs tous les deux. Pour moi, c'est un besoin. C'est un besoin de me dépasser là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que y croire jusqu'au bout, puis pour vrai, il y a des gens qui vont te décourager tout le temps dans la vie, puis tu laisses aller, tu laisses faire leur chemin, puis tu sais, c'est sûr que des fois, moi, je vais dire les choses, des fois, je dis ça comme faux, mais je déteste me remettre en question, tu comprends? Tu sais, oui, je l'ai dit, oui, c'est vrai, ça me tente pas de faire des prints, je veux pas faire des hot dogs, je vais le dire, je vais l'assumer, par exemple. Tu sais, fait que c'est un peu ça les conseils que je dirais à un jeune, c'est assume tout ce que tu fais, puis apprends des erreurs. Tu trouves ça tough, des fois, de te dire, tu sais, je pourrais en faire des prints, faire bien d'argent, puis c'est pas moi. Tu sais, ça te prend-tu quelqu'un pour te ramener des fois? Faut-tu des fois que tu te parles ou tu l'as, tu sais, ce volet intègre là, ou c'est peut-être pas le bon mot, mais... Oui, je comprends ton sens, puis oui, je pense que fondamentalement, nous avons ce côté-là soucieux des gens. Ouais. Ça, je pense que ça fait... Puis ça irait pas avec la dimension humaine, Étienne. Là. Ça irait pas avec... Tu comprends? Comment tu pourrais justifier après? Ben oui. Comment tu pourrais justifier ça? Non. Ben non. Fait que tu sais, oui, c'est sûr que tu dis, ouais, OK. Pierre Jean-Jacques, lui, il roule en tabarouette avec ses prints. Mais combien de temps? Ouais, c'est ça. T'sais, tandis que de mon côté, moi, ben, je vais le travailler, je vais le pousser, puis je vais faire autre chose aussi. Je vais faire autre chose pour me faire connaître. Je préfère, moi, de mon côté, travailler plus fort pour développer des projets. Ouais. Tu sais, Maud a une boîte à idées. Puis cette boîte à idées-là, ben... Mais c'est ça l'affaire, c'est que, puis tu sais, on s'en est parlé, puis on aura l'occasion de s'en rejaser quand tu pourras aller un petit peu plus loin dans certains de tes projets, mais tu sais, ton core business va toujours rester tes toiles. Ouais. Que ce soit les toiles que tu décides de peindre spontanément puis ensuite vendre, les live paintings, la dimension humaine, ça va toujours rester, tu sais, ton noyau. Puis alentour de ça, tu peux créer des projets qui sont cohérents, qui créent d'autres revenue streams, qui viennent, encore une fois, pousser ton noyau vers le haut. C'est juste ça l'idée. C'est de trouver les bons. C'est de trouver les bons, prendre le temps. Écoute, on a fait des erreurs, là. Il faut en faire. On a pitché du cash là sur la table. C'est comment pour faire des projets? On a fait, oui, on fait ça. Écoute, à un moment donné, on a pogné une bulle d'aller tourner à Las Vegas. Je voulais peindre dans un canyon, mais on l'a fait. T'as amené ton canevas là-bas? On a tout emmené là-bas. Écoute, le rouleau avait 6 pieds de long, c'est un rouleau de canevas. Je l'ai déroulé dans le Red Rock Canyon. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on peut voir, là. Puis j'en ai peint un. J'ai peint Frank Sinatra devant le New York, à Vegas, ça strip. Ça a pas donné ce que tu souhaitais ou? Des maudits beaux vidéos. Ça n'a pas vendu grand-chose. Non, écoute, et là, quand là, je vois l'équipe, c'est ici, là, puis il me semble de me voir arriver avec Maud, puis dire, j'ai envie de faire un tournage, là, ça passe plus. Ça passe plus dans le budget à tabarouette. Tu sais, des fausses bonnes idées, on en a tout eu, puis en même temps, c'est important de les faire. Oui. Ces erreurs-là, puis tu sais, le monde, ils comprennent pas, puis on est dans une drôle de période aussi, en tant que société, aussi, peut-être avec l'essor des réseaux sociaux aussi, où la moindre faille va être exploitée, va être vue par quelqu'un, quelqu'un va en profiter pour soit faire un meme, rire de toi, te rabaisser, ce qui fait que les gens à cette heure ont beaucoup beaucoup peur de faire des moves. C'est fou. Fait qu'ils calculent, stratégie, oh, puis il faut que ton move, à un moment donné, faut que tu fasses un move, faut que tu essayes de quoi, puis quand tu essayes de quoi,
tu te plantes ou tu fais une gaffe ou tu réalises que tabarnouche, mon trip au Canyon, ça fait des belles images, ça a coûté cher en tabarnouche, ça n'a pas ramené de scène. Fait que là, le prochain coup, je vais le faire autrement. Ah oui. Tu sais, mais si t'as pas fait cette erreur-là, tu sauras jamais. Non, définitivement. Puis souvent, comme mon fils, mon plus vieux, a plein de projets, il est aussi machine à idée que moi. Et souvent, Isaac m'arrive avec un projet, puis là, je vais lui dire, go. Mais il est tellement analytique qu'il va trop analyser que, non, go, pitch, vas-y, saute en bas, puis fais découvre le chemin en marchant. Bâtis l'avion en descendant. Là. C'est un peu ce qu'on a fait. Nous autres, on s'est pitché en bas, mais on a bâti l'avion en descendant. Est-ce que en 2014, j'aurais pu penser que je serais ici avec toi en train de parler de ça, que j'aurais remis un tableau au Prince Albert, que Thierry Mugler, le grand designer, aurait un Guilbeault. Tu comprends? Ouais. Non. Ultimement, d'autres tu sais, t'es un petit cul dans ce domaine-là, oui. puis pas dans le sens où... Ah oui, ben oui. Mais dans tu viens de naître. Ben oui, c'est 2014. J'ai 7 ans. T'as 7 ans présentement, t'imagines-tu? Bon, puis il y en a en âge de chien. Non, mais c'est surtout dans l'optique de dire la suite va être belle. Pour Guilbeault, je suis vraiment content que tu aies pris le temps de venir ici aujourd'hui. On pourrait et on va continuer de parler de ça à d'autres moments. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu reviennes avec d'autres mondes puis qu'on puisse t'entendre de parler parce que ton spectre il est super large. Merci. À plein de volets. T'as de la jasette puis de la jugeote sur plein de dossiers. Mais je te remercie d'avoir pris le temps. Je te laisse le mot de la fin. Si t'as des affaires que tu veux plugger, si t'as des messages que tu veux passer. Ben, en fait, merci. Merci de l'invitation. Puis je te dis oui pour une prochaine, c'est certain. C'est certain. Parce que moi, quand on est assis, j'ai la chance d'être assis devant quelqu'un de vrai puis de jaser comme ça. Le temps passe tellement vite, puis je suis toujours willing pour ça, c'est sûr, tu sais. Puis oui, je suis un gars d'opinion, puis j'aime ça dire ce qui me passe par la tête. Des fois, il faut que je fasse attention, je le sais, mais en même temps, comme je te dis... Ça fait ton charme. Ça fait mon charme, merci. Fait qu'écoute, oui, ça sera pour une prochaine. C'est sûr que j'invite les gens à aller voir, évidemment, mon site internet, www.guilbeault.ca, puis Instagram, Guilbeault_art, puis Facebook. Ouais, allez voir ça, allez liker ça, ça vaut la peine. Merci, buddy. Merci mon chum, merci pour l'invitation.